Bonjour. Premièrement, merci à l'Association pulmonaire de me laisser le privilège de vous présenter la première capsule de 2024. Je suis vraiment très contente. C'est ma première capsule que j'anime ce soir. Je suis vraiment contente. Donc, je vais parler, comme vous voyez, comme vous avez pu voir dans le courriel, comprendre les fuites avec mon appareil CPAP. Mais je suis qui, moi? Moi, je m'appelle Kim Mia Doré-Laplante. Je suis inhalothérapeute et gestionnaire de territoire pour Medigaz. Je suis inhalothérapeute depuis 2010. J'ai fait des soins critiques pendant quelques années. Puis, depuis 2012, je suis pour Medigaz en soins du sommeil. Donc, j'ai quand même quelques années d'expérience derrière la cravate pour pouvoir vous répondre et vous aiguiser par rapport aux fuites. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler, qu'est-ce qu'on va faire comme survoler, en fait, comme plan de formation? On va parler de c'est quoi une fuite, on va essayer de la reconnaître, trouver des trucs pour la reconnaître, des trucs pour la corriger. On va parler des fuites volontaires, des fuites intentionnelles. Je vais vous montrer aussi des rapports de fuite, des rapports de patients que vous pouvez voir sur vos rapports d'études que l'inhalothérapeute peut vous sortir. Je vais vous donner des trucs et astuces. Je vais vous parler des accessoires pour aider à contrôler les fuites. Donc, c'est quoi une fuite? Mais c'est comme un robinet. Il se peut que votre circuit respiratoire ne soit pas étanche et laisse s'échapper de l'air de manière involontaire. Donc, si on prend l'exemple d'un robinet, le tuyau, donc il y a le tuyau, il y a l'eau qui passe. S'il y a un trou dans le tuyau qui n'est pas bien vissé, l'eau va s'écouler. Mais c'est la même chose avec un appareil CPAP. Donc, si le masque, si le tube, c'est pas bien scellé, il va y avoir de l'air qui va s'échapper, ce qu'on appelle une fuite. Il y en a qu'on aime, il y en a qu'on n'aime pas. On va parler de ça. Donc, comment reconnaître la fuite? Alors, la fuite, premièrement, euh, le bruit va être différent de votre appareil. Pourquoi? Parce que le moteur, il va forcer plus fort pour délivrer la pression. Le moteur, il veut compenser la fuite. Donc, il voit qu'il n'est pas capable de donner son 10 de pression. Alors, il va pousser plus fort pour garder cet équilibre de pression-là. Et ça va faire travailler plus fort le moteur et on va l'entendre plus. Donc, ça, vous êtes capable de le voir par vous-même. Si vous ressentez de l'air dans vos yeux, sur les joues, sur les lèvres, c'est pas normal, ça non plus. On veut pas ça. Donc, ça, c'est une fuite. On n'en veut pas. Si vous avez la bouche plus sèche. Donc, oui, ça va arriver qu'il y ait une sécheresse buccale. Je vais vous l'expliquer plus tard, mais c'est l'indice numéro un, je vous dirais, par rapport à reconnaître si on a une fuite ou non dans notre traitement. Est-ce que le réservoir d'eau de mon appareil se vide complètement durant la nuit? Vous vous réveillez le matin, complètement vide, complètement sec. C'est peut-être sûrement déjà arrivé à quelques-uns d'entre vous. Souvent, c'est un signe de fuite. Comme je vous l'ai mentionné, quand il y a une fuite, la machine compense, elle pousse plus fort. Donc, elle va chercher plus d'eau en poussant plus d'air, ce qui va prendre une plus grande consommation d'eau. Est-ce que j'ai les yeux rouges au réveil? Ça peut être une cause. S'il y a de l'air qui va dans les yeux, ça crée de l'irritation, les yeux secs, les yeux rouges. On ne veut pas ça. Ça peut créer des conjonctivites, des infections. On ne veut pas ça. L'importance, comment reconnaître la fuite? Donc, il y a l'importance de faire une bonne inspection visuelle de son équipement. Ça, c'est vraiment souvent négligé par les utilisateurs CPAP. Donc, regarder les composants, vraiment s'attarder aux équipements, voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que j'ai un trou en quelque part? Parce que des fois, ça peut être petit. Est-ce que c'est déchiré? Est-ce que c'est en bon état? Donc, prendre le temps de regarder. Quand j'ai un patient qui vient me voir, qui me dit qu'il y a une fuite, ma première chose, je regarde le tube. Je prends le tube, je prends 6 pouces, je regarde les deux côtés. Un autre 6 pouces, je regarde pour voir qu'est-ce qui se passe. Parce que oui, ça peut être déchiré, décollé. Il peut y avoir une pièce qui manque. Est-ce qu'elle est bien connectée, la tubulure? Est-ce que vous avez un petit animal de compagnie qui est venu faire ses dents sur le tube? Je le vois souvent, que ce soit un chat, un chien, un lapin. Là, j'ai eu tantôt un furet. OK? Donc, ça dépend. Il faut faire attention à se protéger. Je vais vous donner des trucs aussi pour comment éviter les morsures de ces petites bêtes-là. Aussi, si le masque est en très mauvais état, comme on voit ici sur l'image, il ne peut pas avoir une étanchéité avec un trou comme ça. OK, donc, est-ce que votre masque est dû d'être changé? J'apporte votre attention aussi au fameux ruban à coller électrique ici que je vois souvent chez les patients.
On essaie, pas on essaie, on ne tape pas, on ne met pas de tape sur les équipements. C'est important, question des bactéries, question aussi d'une bonne étanchéité, parce que le tape, on pense que c'est bien scellé, mais c'est pas bien scellé. Donc, je vais vous donner des trucs pour éviter que ça survienne. Il y a une roue des fuites, OK? Donc, c'est comme l'œuf ou la poule, c'est laquelle qui est venue en premier. Est-ce que c'est les fuites qui arrivent en premier qui créent une augmentation de pression ou c'est une augmentation des pressions qui crée une fuite? OK? Ça, ça peut être les deux. Il faut vraiment voir au niveau du rapport. Là, avec le rapport, on est capable de voir si les fuites augmentent et après que la pression augmente ou si c'est l'inverse. Donc, c'est pour ça que quand on a un problème de surpression au niveau du traitement, il faut aller voir au niveau des fuites. Est-ce que les fuites sont bien contrôlées? Oui. Alors là, peut-être que l'augmentation de pression, elle était de mise. Des fois, essayer de changer avec le médecin, peut-être moins de pression pour essayer de limiter les fuites. Mais c'est la roue continuelle. Alors, comment corriger la fuite? Donc, si la fuite provient du masque, euh, premièrement, ce que je dis toujours à mes patients, c'est de bouger le masque. Vous êtes couché, il y a la pression de traitement. Bougez le masque. Le silicone, il va se replacer sur votre visage. Donc, si la fuite persiste, alors là, augmentez la tension sur les courroies, serrez les courroies, majoritairement les courroies du bas. S'il est trop serré, le masque ne peut pas bouger sur votre corps, donc ça peut créer encore plus de fuite. Il faut trouver vraiment le juste milieu, hein, assez serré, mais pas trop. Des fois aussi, pendant que la pression pousse dans le circuit, d'enlever le masque et de le remettre, ça fait comme une succion sur le visage et ça va permettre au masque de bien recoller sur le masque. Donc ça peut être un truc aussi. Ensuite, est-ce qu'il manque une pièce sur le masque? Ça arrive, si c'est cette cause-là, ça va arriver souvent la journée du lavage de votre accessoire. On a oublié de remettre une pièce dans le masque. Moins maintenant avec les nouveaux masques parce qu'il y a de moins en moins de pièces, mais les plus anciens masques, ceux qui avaient un cadre à l'intérieur, qui n'étaient pas bien mis, placés à l'envers, ça crée des fuites. Donc ça, c'est important. Quand on croit que le masque n'est pas bien remonté, on le défait, on le refait. Ensuite, s'assurer de bien nettoyer le masque à chaque jour et à chaque semaine. Le nettoyage est hyper important. C'est négligé, même chez les patients que ça fait 10, 20 ans qu'ils ont un CPAP, de ce que je vois. Il y en a qui, c'est impeccable, mais il y en a qui disent, bah, c'est pas grave, après un mois, je vais le laver. Je ne recommande pas. D'ailleurs, je vais vous inviter à aller voir la dernière conférence qu'il y a eu avec l'Association pulmonaire. Ils parlaient du nettoyage. Donc, si vous n'avez pas assisté, peut-être ça pourrait être intéressant d'aller réécouter cette capsule-là pour vous donner des trucs. Des fois, on oublie de se faire un petit rafraîchissement de la mémoire. C'est une bonne idée. Ensuite, si on lave bien le masque à chaque jour, à chaque semaine, pour le remplacer également, le masque. Même si on lave, il faut le changer. Donc, le fabricant recommande entre 6 et 12 mois de le changer. C'est recommandé au niveau de l'adhérence du masque, au niveau aussi de prolifération de bactéries. Donc, ça, c'est très important. Septième point, remplacer le masque ou les pièces s'ils sont endommagées. Si votre masque est brisé après 5 mois, ben oui, il faut le changer. Il y a peut-être des petites pièces que vous pouvez changer au lieu de changer tout le masque au complet. Assurez-vous que votre circuit est étanche. C'est ça le but du traitement. Donc, faut trouver une solution. D'ailleurs, ça peut être aussi, je pourrais rajouter un huitième point par rapport au type de masque. OK? Donc, quel type de masque? C'est peut-être pas le bon masque pour vous maintenant, mais que vous l'avez peut-être 1 an, 3 ans, 10 ans, c'était le bon masque. Donc, il y a plusieurs types de masques. Ça aussi, il y avait une capsule sur les masques, vous à peu près 3 mois que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de l'Association pulmonaire. Il y a différents types de masques. Donc, il y a le masque nasal qui couvre le nez, il y a le masque narinaire, les narines. Il y a le facial, puis il y a une autre catégorie que j'appelle hybride maintenant. OK? Donc, le hybride, il y en a un qui c'est juste sur le nez, qui fait comme une banane sous le nez. Et il y a un hybride facial, donc sous le nez, mais qui couvre aussi la bouche. Donc, des fois, ça peut être une solution quand le masque ne fonctionne pas bien, d'aller vers un autre genre de masque. Alors, si la fuite provient du tube, est-ce qu'il est craqué, le tube? Parce que ça fait 8 ans que vous l'avez. Bien, c'est sûr que le silicone, le plastique, il finit par sécher, il finit par fondre. Ce qui est déchiré, est-ce qu'on l'a étiré sans faire exprès? Ça, je l'ai vu souvent. Est-ce que c'est positionné du bon côté? Donc, vous voyez à l'écran, le tube, il y a une connexion électrique
puis il y en a un autre bout qui n'a pas de connexion électrique. Donc, des fois, ça peut arriver qu'on se trompe de bord, qu'on le mette de l'autre bord. OK? Euh, Ça a juste des fois replacer, dire, ah oui, c'est vrai, le niveau électrique qui va dans l'appareil. Il y a d'autres tubulures que les deux extrémités, c'est pareil, donc ça ne change rien. Remplacer le tube, même si on le voit qu'il est encore très beau, le tube, ben, il faut le remplacer quand même aux 12 mois. S'il est brisé, il faut le remplacer un petit peu plus souvent s'il est brisé. C'est important aussi de manipuler le tube par le bout de caoutchouc. OK? Donc, le bout de caoutchouc, c'est lui qui est le plus solide. Si on vient tirer par les petites vrilles ici, c'est sûr qu'il va déchirer, il va fendre ou ça va l'affaiblir. Donc, c'est important de le manipuler avec soin. Donc, au niveau des fuites, ça peut provenir du réservoir d'eau. Un petit peu plus rare, à moins vraiment qu'on l'ait échappé par terre ou que vous l'avez mis dans la vaisselle, puis il ne faut pas le mettre dans la vaisselle. Donc, ça peut arriver. Euh, Si la fuite en premier arrive au niveau du réservoir, le truc, c'est de le retirer puis de le remettre. Ça, souvent, ça corrige bien les fuites ou de l'ouvrir, de le refermer, ça replace le silicone dans l'appareil, dépendamment de quel appareil vous avez, ils ont tout un joint de silicone dans le couvercle du réservoir d'eau pour permettre à ce que le réservoir d'eau soit bien étanche, qu'il n'y ait pas de fuite à ce niveau-là. Des fois, ça peut arriver que le silicone, il y a un mauvais pli à l'intérieur. Donc, juste de l'enlever, de le retoucher avec les doigts, puis ça va le replacer, puis ça peut empêcher, ça peut corriger la fuite. Regarder visuellement, faire l'inspection visuelle. Est-ce qu'il est craqué? Est-ce qu'il est fissuré? Si oui, ben là, ça en prend un autre. Ça ne se répare pas. Donc, il faut le remplacer habituellement aux 12 mois au niveau de l'appareil, mais s'il est brisé, remplacer plus souvent. Au niveau des fuites, au niveau de l'appareil, excessivement rare. À 11 ans, j'ai pas vu ça. J'ai pas souvenir d'avoir vu ça d'ailleurs. Premièrement, si ça arrive, souvent ça vient des composantes. Donc, vérifiez vos composantes pour commencer. Si la fuite persiste, à ce moment-là, prenez un rendez-vous avec l'inhalothérapeute de votre clinique fournisseur CPAP pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais maintenant, les appareils sont dotés de technologie. Si ça vient de l'appareil, habituellement, regardez votre écran, ça va vous le dire. Fuite excessive importante ou fuite détectée, regardez qu'est-ce qui est. Prenez le temps de lire les messages d'erreur qu'il y a sur votre appareil. Les fuites volontaires. Donc, tous les masques ont une sortie d'air qui est volontaire. C'est pour permettre à votre expiration au surplus d'air de sortir. Il y a certains masques qui ont une fuite d'air qu'on va ressentir continuellement, puis il y en a d'autres que certains patients appellent un muffler, donc un diffuseur qui va empêcher l'air de sortir. Elle va sortir, mais beaucoup plus douce, moins forte. Donc, le masque ici, le N20, que j'imagine beaucoup de personnes connaissent, c'est quand même un nouveau masque très populaire. Si on met la main en avant du masque pendant le traitement, on sent le jet d'air. C'est normal, c'est le surplus d'air. Par contre, si on regarde ici le masque eSIN 1 ou le eSIN 2, ils ont une petite ouate. Ce qui fait que ça va absorber l'air qui va sortir. On ne sent pas vraiment l'air. On va sentir un petit peu, mais pas beaucoup. Donc, les personnes qui dorment avec une autre personne, ben, l'autre personne qui n'est pas sous traitement CPAP, elle ne se fera pas ventiler le tout-tête, comme que je dis. OK? Donc, ça va atténuer l'air qui sort. Il y a d'autres masques comme le P10 qui, eux, au niveau de la sortie d'air, c'est plein, plein, plein de petits trous. Donc, l'air, elle est diffusée, donc on la sent un peu moins. Plus silencieux, plus confortable. Mais sur tous les masques, il y a une sortie d'air. Très important de jamais mettre un tape dessus ou même, ce que j'ai déjà vu, s'apprivoiser un diffuseur. On ne fait pas ça. OK? Donc, si on veut un diffuseur, il faut prendre rendez-vous avec notre fournisseur CPAP et peut-être magasiner un autre masque parce que chaque masque a sa valve qui est faite exprès pour son masque. Alors, au niveau de l'humidité, je pense que vous en entendez souvent parler de l'humidité. C'est une composante de l'appareil qui est hyper importante dans tous les sphères, dans toutes les problématiques. Tout point de vue du traitement, l'humidité, elle est importante. Ça aussi, il y avait une capsule sur l'association pulmonaire, il y a à peu près 2 mois. S'il y avait une capsule au complet sur l'humidité, je pense que ça vaut la peine d'aller la regarder. Vous allez comprendre beaucoup plus en profondeur certaines choses, puis pourquoi il faut en mettre de l'humidité.
Donc, c'est aussi une roue qui tourne par rapport à l'humidité. Donc, si on n'en met pas assez d'humidité dans l'appareil, donc l'air que vous allez respirer va être sèche. Après ça, ça va créer une congestion nasale parce que votre nez va vouloir réchauffer l'air. Ces vaisseaux sanguins vont devenir avec un peu plus de sang, donc l'air ne va pas bien rentrer dans votre nez ou il peut y avoir de l'écoulement nasal aussi. Si on ne respire pas bien par le nez, ce qui arrive, la bouche ouvre. C'est l'instinct, on est fait comme ça. Et là, ça crée une fuite perçue par l'appareil. Donc, l'air va sortir par la bouche. Il faut qu'elle aille traiter au niveau de la gorge. Mais si elle sort avant, l'appareil voit que c'est une fuite. Alors, ce qu'elle fait, elle pousse encore plus fort. Donc, en poussant plus fort, ben là, il y a plus de fuite encore. Puis là, ça crée une sécheresse buccale. Donc, c'est super important de contrôler son humidité pour limiter les ouvertures de bouche, pour contrôler les fuites. Donc, voici des rapports de patients par rapport aux fuites pour que vous puissiez voir qu'est-ce que nous, les thérapeutes, ce qu'on voit sur les rapports. Moi, je l'explique majoritairement aux patients. S'il y en a qui m'ont déjà vu comme thérapeute ce soir, vous allez me reconnaître. Souvent, je mets des notes à côté du rapport, je vous donne des trucs ou je dis bravo, parce que pour moi, c'est important que vous voyez, que vous compreniez ce que je vois, pourquoi que vous devez travailler sur certains points. Premier graphique de fuite, c'est un rapport excellent. OK? Donc, on voit le graphique qui est vraiment, là, la ligne bleue, elle est vraiment à zéro. Bon, il y en a un petit peu, rien de grave. OK? C'est vraiment des bonnes fuites qui sont acceptables. On ne veut pas zéro fuite. On veut qu'il y ait des fuites contrôlables, qui sont contrôlées. Donc, la ligne pointillée, c'est le maximum ce qu'on tolère. Donc, avec ResMed, on tolère 25 litres par minute 24 litres par minute de fuite, désolé. Donc, là, vous voyez le premier patient, c'est parfait, là. On voit, il ne l'atteint pas. S'il y a un peu de sécheresse buccale, parce que ça, disons que c'est une ouverture de bouche, mais je doute. Je pense plus que c'est le masque qui s'est déplacé sur le côté. Mettre un peu plus d'humidité ou le resserrer. Ensuite, le deuxième patient. Donc, lui, on voit que dès qu'il part son appareil, c'est pas à zéro. Puis après ça, il y a une grosse montagne. Donc, sûrement que le masque n'était pas bien étanche. Il y avait déjà de l'air qui sortait dès qu'il a pesé on à sa machine. Et là, il y a eu plus de fuite. Elle ne revient pas à zéro. Il l'a réajusté. Ça revient à zéro. Des petites ouvertures de bouche que je crois. Comment je peux en être certaine? Je vais demander au patient si c'est la bouche sèche. Si c'est la bouche sèche, pour moi, il ouvre la bouche. Donc, on met plus d'humidité. Si malgré qu'on met beaucoup d'humidité, il ouvre encore la bouche, alors là, on peut ajouter la mentonnière. Donc, c'est un bout de tissu qu'on met sur le menton, qu'on attache sur le dessus de la tête, qui va faire en sorte de garder une résistance à la bouche, à la mâchoire, pour pas qu'elle relâche. Mais ça se peut que le patient soit confortable comme ça, qu'il n'y ait pas de problématique. Au niveau du traitement, c'est bien. On peut en tolérer aussi certaines fuites. On pourrait laisser ça là comme ça. Troisième rapport de fuite. Alors là, il y a une fuite constante. Hein, il y a toujours une compensation qui est faite au niveau de la pression. Ça ne revient pas à zéro. Alors ça me laisse croire que le patient, il y a un trou dans son tuyau. OK? Il y a un trou dans son tuyau, il y a un bout de masse qui n'est plus là. Il faut que ça revienne à zéro. Donc, il faut qu'il regarde son circuit ventilatoire. Donc, vraiment regarder pouce par pouce les deux bords pour voir est-ce que le petit chat il a fait ses dents dessus. Ça se pourrait. Quatrième, rapport de fuite, des grosses ouvertures de bouche. OK? Alors là, encore une fois, on ajoute de l'humidité ou une mentonnière pour contrôler ces fuites-là. On voit que ça dépasse le 24 litres par minute. Le traitement, il n'est pas tant efficace à ce moment-là. Donc, on recommande de vraiment corriger ces fuites-là pour avoir un meilleur traitement. L'entretien des équipements. Je vous l'ai dit tantôt, c'est quelque chose qui est hyper négligé. C'est important de prendre une attention particulière à l'entretien de votre appareil, de votre masque. En même temps que vous faites votre entretien hebdomadaire, regardez vos équipements. Prenez l'habitude de faire une inspection visuelle. Est-ce qu'il est brisé? Est-ce qu'il est déchiré? Est-ce qu'il est sur le bord de déchirer? Parce que des fois, ça peut arriver qu'il y a une petite faiblesse. Donc, c'est très important pour que le masque colle bien au visage, d'avoir un entretien impeccable. Donc, une fois par jour, on prend une lingette nettoyante exprès pour le CPAP ou une débarbouillette mouillée avec une goutte de savon-vaisselle qu'on va passer sur la partie qui a touché votre visage pour enlever le sébum, pour enlever la sueur, pour enlever la salive qu'il aurait pu avoir sur le masque. Mais une fois par semaine, il faut le faire tremper dans l'eau. C'est important de faire tremper le masque dans l'eau.
pour enlever, pour le dégraisser. Si on a tendance à avoir une peau très grasse, peut-être ajouter une petite cuillère de vinaigre blanc, ça pourrait être bon euh, quand vous lavez votre masque pour vraiment le dégraisser. Euh, Si vous mettez de la crème de nuit, là, je ne dis pas juste les madames, parce que je sais qu'il y a des messieurs qui mettent de la crème de nuit. La crème de nuit, c'est très riche, c'est très gras. Et le masque, le silicone du masque adore le gras, donc il va tout l'absorber. Ce que ça va faire, c'est que ça ne collera pas bien à votre peau. Ça va créer encore plus de fuites, puis ça peut même créer des ampoules. OK? Donc, pas de crème de nuit. Habituellement, on essaie de mettre la crème de nuit plus près des yeux. OK, si on a un masque nasal, on peut y aller aussi près des joues, de la bouche, mais on essaie de ne pas mettre de la crème où est-ce que le masque vient appuyer pour qu'il y ait une bonne adhérence. Au niveau des hommes, au niveau de la barbe, on essaie de la tenir la plus courte possible. Là, je ne vous demande pas de couper votre barbe si ça fait 20 ans que vous avez la même barbe. Peut-être la brosser. Il existe des brosses, pas des peignes, mais des brosses pour vraiment bien placer les poils vers le bas, pour que le masque puisse bien coller au visage pour bien adhérer. Dans les deux cas, monsieur, madame ou autre, lavez-vous le visage avec du savon à chaque soir pour enlever toutes les impuretés, tout le sébum, pour que le masque puisse bien coller à votre visage. Donc ça, c'est important tout le temps. La trousse d'urgence, ça, c'est rare que les patients en ont, puis c'est vraiment important. OK? Moi, ce que je l'appelle, si j'ai des patients à moi dans ce soir, dans cette vidéo, c'est ma trousse de au cas où. OK? Au cas où que ça brise pendant qu'on est fermé. Au cas où que ça brise, au cas où que je l'oublie chez ma tante Édith en Gaspésie, au moins vous avez une trousse de secours à la maison. Ça peut être une trousse de secours. Je parle d'une trousse de secours, là, je parle les accessoires usuels que vous utilisez. Le masque, le tube, le réservoir d'eau, peut-être même le filtre. OK? Vous pouvez acheter d'avance, puis vous laisser à la maison, puis vous savez que c'est quelque chose, vous avez toujours une trousse neuve. Parce que vous pouvez faire aussi, c'est de garder vos anciens, vous lavez comme il faut, vous désinfectez bien avec un petit peu de vinaigre blanc, vous rincez, vous laissez sécher parfaitement, puis après, vous le rangez dans un sac, dans une boîte, puis vous savez que si votre chien a mangé le tube un samedi soir, puis qu'on est fermé, vous avez un tube de rechange. Donc, ça, c'est vraiment important. On y pense toujours quand c'est rendu trop tard. Donc, de se garder des pièces à la maison de rechange, je vous le dis, ça va vraiment vous aider. Puis ça arrive tout le temps, il y a comme une loi non écrite que ça arrive quand on est fermé. Bon, ensuite, je ne sais pas si vous connaissez l'application, liste d'applications qui existent pour suivre votre thérapie CPAP. C'est vraiment bien fait, puis c'est vraiment pour vous, les patients. Là, je vous montre ResMed, je vais vous parler après la prochaine slide, je vais vous parler celle de Philips Respironics. Par rapport à ResMed, ils ont une application. Vous pouvez scanner le code QR si vous ne l'avez pas, cette application-là, si vous avez l'appareil ResMed, par exemple. Donc, l'application, c'est vraiment fait pour vous. Ça va vraiment vous montrer comment bien suivre votre traitement. Donc, à tous les jours, on va voir sur l'application euh, un pourcentage de réussite. Comme à l'école, on veut 100%. OK? Et le 100%, ben, il est décortiqué. Il y a 70 points sur l'utilisation, il y a 20 points pour les fuites. C'est comme à l'école, il y avait tant de points pour les verbes, tant de points pour la ponctuation, tant de points, nanana. Mais c'est un peu la même chose. Donc, vous voyez sur quoi vous devez travailler. Euh, donc, ça vaut la peine de suivre. Puis ça arrive qu'une nuit, ça ne va pas bien. On se reprend l'année prochaine, mais si ça fait plusieurs nuits que ça ne va pas bien, on est là, les inhalothérapeutes, pour vous aider dans votre traitement. Ce qui est intéressant avec l'application, c'est que si vous avez un masque ResMed, avec l'application ResMed, ils vont vous sortir une bibliothèque de vidéos explicatives, comment utiliser le masque, comment le nettoyer, comment corriger la fuite avec ce masque-là. C'est vraiment bien fait. Si le code QR ne fonctionne pas, l'application s'appelle My Air by ResMed. Donc, c'est une application qui est disponible sur le App Store ou sur Google Store, Google Play. Même chose pour Philips Respironics. Donc, l'application s'appelle Dream Mapper, disponible sur l'App Store et sur Google Play. Lui est un petit peu plus détaillé. Je vous dirais par rapport à l'application, ça vous donne un pourcentage de réussite dans l'onglet ici qui vous montre au niveau des fuites. Donc là, 92 d'étanchéité de masque, ce qui est quand même bien.
comme à l'école, on veut 100%. Là aussi, il y a une bibliothèque des vidéos, des guides sur les masques si vous avez des masques Philips. Donc ça vaut la peine quand même de regarder ceci. Les accessoires. Beaucoup d'accessoires, je vous en montre quelques-uns ce soir. Il y a le coussin nasal Gecko. Bon, il y a des plus, il y a des moins pour ce coussin-là. C'est un coussin en gel, en silicone très mou qui fait comme une banane. On ne le voit pas bien sur mon écran, là, je le sais, mais c'est comme un pad qui fait comme une banane sur le pont du nez. Les patients qui certaines morphologies, c'est un petit peu plus difficile. Si on regarde, disons, les gens qui ont le nez très étroit et très avancé, là, c'est directement sur l'os. Des fois, on n'a pas le choix de mettre ça pour avoir une meilleure adhérence parce que ça replace un peu plus, ça reforme le nez. Ou des fois, c'est pour la douleur qu'on a sur le nez, mais ça peut créer plus de fuite pareil parce qu'on rajoute une membrane à la peau. Il faut peser le pour et le contre. Donc, ça, c'est de voir avec votre inhalothérapeute à savoir si c'est bon pour vous ou non. La fameuse oreiller CPAP. Je ne sais pas si vous l'avez, il y a beaucoup de patients qui l'ont, qui l'aiment. Vous l'avez, vous, monsieur Robichaud? Ouais. Les gens vont beaucoup aimer cet oreiller-là avec le masque facial. Il y en a que c'est nasal, il y en a que c'est narinaire, mais ce qui est intéressant avec l'oreiller, c'est que c'est le menton qui est appuyé et le front. Donc, le masque se trouve dans le vide. Il n'est pas tassé par l'oreiller. OK? Bien sûr, il faut se coucher à la bonne place sur l'oreiller. Si on se couche dans le milieu de l'oreiller, ça ne marche pas. C'est vraiment sur le bord de l'oreiller. C'est quand même intéressant. Beaucoup de patients l'ont comme M. Robichaud puis qui l'aiment énormément. Par rapport à la mentonnière. Bon, moi, je l'utilise dans plusieurs sphères, la mentonnière. La mentonnière, c'est ce qu'on met sur le menton, comme sur l'image, sur le dessus de la tête, qu'on va mettre le masque aussi par-dessus. La mentonnière va empêcher qu'il y ait un relâchement au niveau de la mâchoire. Ça fait une petite résistance à la mandibule, à la mâchoire, pour pas qu'elle relâche. C'est bien pour les masques nasaux qui couvrent le nez ou les narinaires qui vont rentrer dans les narines quand on a une petite tendance à lâcher la bouche. OK? Il y a aussi, dans certains cas, que je vais l'utiliser avec un masque facial. OK, vous allez me dire, mais là, Kim, masque facial, il couvre déjà la bouche. Pourquoi? Chez certaines personnes, la bouche, elle ouvre tellement grande, tellement un grand relâchement musculaire, les joues creuses. Parfois, on ne met pas les prothèses dentaires quand on dort. Ça change la morphologie. Donc, en mettant la mentonnière, ça va aider à replacer la bouche. Donc, ça peut aider à corriger les fuites. C'est rare, mais je l'ai déjà vu. La bulle de masque maintenant. La bulle de masque, c'est une pièce du masque qui se vend à part. Quand vous achetez le masque, ça vient avec tout le masque au complet, avec la bulle, avec les courroies, avec le connecteur, tout ça. Mais c'est possible d'acheter la bulle toute seule. Vous pourriez acheter un masque par année, mais la bulle, une fois par année aussi, aux 6 mois pour le changer. Donc, comme ça, ce que ça fait, c'est que ça coûte moins cher, hein, parce que le masque au complet coûte un certain montant, mais la pièce toute seule, elle coûte moins cher. Donc, ça peut être quand même intéressant à penser. Le support à tube, ça, je ne sais pas s'il y a des gens qui l'utilisent, mais les gens, c'est quand même... Vous aussi, M. Robichaud, vous êtes notre mascotte ce soir, c'est vous. C'est vous qui avez tous les accessoires. Donc, le support à tube, c'est bien, ça n'empêche que le tube tire vers l'arrière ou le côté quand on dort. Donc, le tube, il est soutenu dans les airs. Il va vous suivre quand vous allez tourner à gauche, à droite. Il ne va pas tirer. Donc, si c'est une problématique que vous avez à la maison, que vous avez des fuites parce que le masque qui tire en bas du lit, ben, le bras de support peut être intéressant. Il y a plusieurs modèles de ça, d'ailleurs. Le couvre-tube, la petite housse, la doudoune à tube, comme on peut dire. Donc, ça, c'est bien quand on a des petits minets qui veulent faire leurs dents sur le tube. Je l'ai vu tellement de fois. Puis je vous le dis d'ailleurs, j'ai une cliente qui m'a écrit tantôt. J'ai les furets en liberté chez moi, ils ont mangé tout mon tube. Donc, c'est ça. Ça arrive de là avoir une trousse de secours à la maison. Il existe différents matériels de couvre-tube. Il y en a en polar, il y en a en vinyle, il y en a en coton. Ça dépend ce que vous voulez, mais ça peut être intéressant quand on a des petits animaux, des petits rongeurs. Vous les connaissez de toute façon, vos animaux, s'ils mangent ou non les accessoires. L'hydratant scellant est très intéressant. Ça fait pas longtemps ben, ça fait quelques temps, mais ça fait pas plusieurs années que ça existe. Donc, c'est un gel hydratant qu'on va mettre sur la peau et sur le masque, OK, qu'on va mettre sur le visage, puis ça va faire un scellant davantage. Donc, M. Robichaud, je pense que vous l'avez, hein? C'est ça? Oui.
Donc, est-ce que vous l'aimez? Oui, non? Oui, OK, excellent. Donc, ça vient vraiment faire une adhérence, puis ça va aussi adhérer, ça va aussi hydrater la peau, excusez-moi. Euh, c'est quand même bien à essayer, puis par rapport à la quantité versus le prix, je pense que ça vaut quand même la peine de l'essayer. Ensuite, au niveau des lingettes nettoyantes, on s'en reparlera après, monsieur Robichaud. Les lingettes nettoyantes quotidiennes, ça, c'est quand que vous faites votre lavage quotidien sur votre masque, OK? Les boîtes de lingettes, ça prend des lingettes particulières, pas trop fortes. Mettez pas des lingettes Lisa là-dessus, là, OK? J'en ai vu, puis il faut pas faire ça. Ou des lingettes anti-COVID que j'ai vues. Non, faites pas ça, c'est vraiment pas bon. Des lingettes le plus douces possible. Ceux dans dans les fournisseurs CPAP, c'est vraiment exprès pour ça qui ne va pas les abîmer. S'il y en a, vous ne voulez pas en avoir, point de vue économique, point de vue écologique, c'est correct. Des barbouillettes mouillées avec une goutte d'eau savonneuse, ça fait la job également, mais les lingettes, c'est facilitant. Donc, j'espère que j'ai pu vous éclairer, dans la gestion des fuites de votre traitement CPAP. Merci vraiment beaucoup d'avoir été là ce soir. Merci de votre attention. Puis, au plaisir de vous revoir prochainement dans une autre capsule.